Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous parler un petit peu d'architecture applicative, de Node.js pardon, et de Nest.js. Alors en 30 minutes, le défi est un petit peu élevé, mais on va essayer de le relever. Euh, pour que vous compreniez bien d'où je pars et le contenu de cette présentation, il faut que je vous parle un petit peu du coup d'où je pars moi. Et puisque là, je vais vous raconter une petite histoire autour des architectures hexagonales et de comment est-ce qu'on peut l'implémenter dans un écosystème Node.js. Node.js, ce n'est pas vraiment ma techno de prédilection, donc j'ai rencontré quelques problèmes. Donc je vais vous expliquer d'où je pars pour que vous ayez un peu les mêmes points de départ que moi. Et donc, à une époque, il y a quelques années maintenant, j'irais un petit peu dans ma veille au gré de conférences et autres comme on peut avoir aujourd'hui. Et j'étais très ancré dans des projets où la segmentation en couches avait fait pas mal ses preuves. Et à cette époque-là, j'étais assez convaincu qu'on tenait un truc assez abouti et qu'il fallait juste former les gens. Mais ici, voilà, en chemin, j'ai pu croiser un truc qui s'appelle le Domain Driven Design et qui m'a fait un peu chanceler sur cette certitude, on va dire. Et entre autres, au travers d'un meet-up, je leur fais un peu de pub au passage, où on a parlé de DDD et de toute la boîte à outils autour de clean architecture, modèle hexagonal, j'en passe et des meilleurs. Et sur le papier, il y avait quand même un certain nombre de concepts, moi, qui me semblaient assez intéressants, intéressants dans le sens où ça répondait à des difficultés que je pouvais avoir avec mes collègues et dans les différentes équipes dans lesquelles je travaillais. Donc j'ai essayé d'expérimenter ça. Au départ, sur des API REST, plutôt orienté Java. Donc ça, c'est un peu mon panel technologique, plutôt beaucoup de Java, beaucoup de Spring, un peu d'Angular, beaucoup d'automatisation. Et donc tout ça, ça m'a amené à un contexte où aujourd'hui, j'occupe plutôt des missions, on va dire, à tendance DevOps, donc automatisation, mise en place de pipeline, déploiement de la culture. Et donc le talk qui part d'un outil que j'ai pu mettre en place dans ce contexte-là. Et donc au début, c'est un petit client dans un navigateur, mais c'était censé être simple, juste pour aller taper des API. Donc, on part sur du Vue. Bon, sauf que ce n'est pas forcément mon domaine de prédilection. Et rapidement, voilà, je manquais d'expertise sur le sujet, et l'équipe globalement manquait d'expertise sur le sujet. Donc, on change. Et puis, il y avait 2 écrans, donc ça se passait bien. Là encore, la complexité, alors plutôt la complexité cette fois métier, elle augmente. Ça n'a pas été suffisant. Il fallait rajouter des règles métiers, et à titre personnel, injecter des règles dans un front, c'est pas mon dada. Donc, on met un bac. C'est parti, je sais faire. Alors, sauf que je vous l'ai dit, j'ai un peu changé de contexte. On est dans un contexte où on fait beaucoup de Python, un peu de JavaScript, mais plutôt en mode vanilla, et surtout, à nos heures perdues, beaucoup de PowerShell. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui devient un petit peu, qu'est-ce qui devient un peu intuitif, c'est de dire, bah non, en fait, on va partir sur un back-end Node. En plus, TypeScript, on l'a déjà intégré dans un autre outil quelques semaines, mois avant, donc déjà, il y avait eu un change un petit peu sur ce mode-là, et avec de l'Angular pour le coup. Et donc Node.js, ça devenait assez une évidence. Sauf qu'à ce stade-là, voilà, je savais que j'allais avoir quelques difficultés, parce que quand j'ai commencé à chercher de la doc, bah, je n'ai pas trouvé grand-chose. Et force est de constater qu'il n'y a pas grand-chose, et donc c'est aussi pour ça que je partage cette aventure. Mais du coup, qu'est-ce qui va nous intéresser un peu dans la partie DDD et architecture hexagonale? Alors, on va faire un petit focus, on va essayer d'aller très vite sur ce point-là. On va essayer de considérer un domaine métier. Alors, je m'excuse si parmi vous, il y a des gens qui maîtrisent bien DDD et les architectures hexagonales. Vous allez voir, je vais très vite dessus, donc c'est assez... voilà, je prends des raccourcis, et je m'en excuse par avance. Mais au niveau du domaine métier, on va essayer, nous ici, de considérer 3 règles. Toutes les choses qui vont être dans ce groupe-là, on va essayer d'utiliser un vocabulaire qui est le même que celui du métier. Alors là, pour le cas de mon application, c'est facile parce que c'est une application qui vise à piloter des déploiements. Donc, finalement, le métier et donc le vocabulaire métier, c'est le nôtre. Donc là, il y a pas trop, il y a moins de problèmes d'incompréhension. La deuxième règle, c'est que toutes les règles et les interactions entre ces éléments, on va les mettre aussi à l'intérieur, et on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait aucun élément technique dans ce bloc-là. Ensuite, on va identifier des sources de données, les bases de données, les API externes, j'en passe et des meilleurs. On les positionne à l'extérieur et on va décider quels sont les besoins, autrement dit les interfaces,
du domaine dans son langage, autrement dit un modèle. Et on va demander à ces sources de données de se débrouiller pour les implémenter. Alors attention là sur le schéma, pardon. Sur le schéma, il y a une petite simplification pour le besoin visuel. D'un point de vue domaine métier, on peut considérer là que les deux triangles, c'est un seul, mais ça passe moins bien sur le schéma. Vous allez voir après. Enfin, de l'autre côté, on va exposer des méthodes pour interagir avec le domaine métier. Ça peut être des interfaces type endpoint REST, ça peut être des batchs ou n'importe quoi d'autre finalement. Même chose, là, alors c'est un peu moins vrai encore, mais là, on pourrait imaginer que ce soit les mêmes API qui soient manipulés, même si potentiellement c'est des domaines d'accès différents, donc potentiellement des interfaces différentes. Et donc là, normalement, en termes de dessin, on voit apparaître un petit hexagone et on peut commencer à se dire qu'il y a des choses intéressantes à faire. Si on fait un focus sur une branche, ce qui va être intéressant, c'est vraiment ce lien entre le domaine et autre chose, on va dire. Et en gros, ici, on va manipuler des interfaces, autrement dit des signatures de fonctions qui sont définies ici. Et on va avoir notre composant technique, là dans l'exemple, la base de données, qui va lui implémenter. Et donc en fait, on va avoir cette notion d'injection de dépendance au moment du run, où il va falloir qu'on ait une implémentation concrète qui soit injectée, même si notre modèle métier ne manipule que des interfaces. Et donc finalement, quand on regarde ça, quand on fait le focus là-dessus, il y a 3 éléments qui vont nous intéresser dans tout le panel d'outils DDD et autres. C'est finalement l'injection de dépendance, la partie inversion de contrôle, alors il y a un lien assez fort entre ces deux-là, vous allez voir, et puis surtout la partie isolation ou ségrégation des éléments, et l'agrégation, parce que si vous isolez à un moment, il faut que vous assembliez, sinon ça ne fait pas une app. Et l'isolation des différents composants, donc des différents blocs que je vous montrais tout de suite sur le schéma. Donc c'est parti, on prend un node, on envoie du TypeScript, un petit express pour exposer des endpoints REST, plus qu'à trouver une ou 2 librairies pour faire le reste, injection de dépendance et autres. Bref. À ce stade, moi j'ai une profonde conviction, c'est que la plus grosse difficulté, ça va être sur la modularisation de l'application. Je ne sais pas trop où ça va m'emmener ce truc-là, mais voilà, on va en reparler. Alors attention, hein, je vous ai dit, tout ce que je vous dis là, ça part vraiment de mon point de vue. Et moi, je pars vraiment d'un monde Java. Donc là, tout ce que je vous ai dit et tout ce que je vais vous dire ensuite, si vous n'êtes pas d'accord ou n'importe quoi, surtout n'hésitez pas à venir en parler, parce que c'est aussi en échangeant sur nos pratiques qu'on va pouvoir les améliorer. Donc n'hésitez pas. Petit focus sur TypeScript. On va commencer par regarder les éléments qui sont vraiment disponibles dans le langage au niveau natif du langage. Et on va surtout là parler de modèles et de programmation orientée objet. Une des pratiques en TypeScript quand on veut définir son modèle, c'est de le faire via des interfaces. Alors c'est bien, je dis bien une des pratiques, parce que mon réflexe au départ fut de faire un modèle qu'on déclarait avec des objets, avec des constructeurs, etc. J'en ai parlé avec mes charmants collègues qui sont un peu plus habités que moi à faire du TypeScript. Ils m'ont dit non, c'est pas comme ça qu'on fait. J'ai fait ça. Et pour la petite histoire, à la sortie de cette présentation déjà, on est sorti me voir en disant mais pourquoi t'as pas fait des objets? Je sais pas, on m'a dit que c'était comme ça qu'on faisait. Donc je vous laisse vos avis. Dans cette expérience, on a fait ça. Là, l'idée, c'est de dire que comme on a des interfaces, finalement, on voit bien que là, le REST user, le user, il répond à l'interface REST user et on est montant comme ça. Et ça a des gros avantages d'un point de vue facilité, ou on va dire de code. C'est que quand vous allez passer en implémentation, si vous allez requêter, aller chercher un user par son login, par exemple, alors quel que soit son login, vous allez pouvoir descendre au niveau de votre service. On est compliant au niveau de l'interface, redescendre au niveau de votre repository. Alors là, on est d'autant plus compliant que le paramètre, c'est juste un login, donc ça se passe bien. Et surtout, quand on va remonter, notre data user, il est bien compliant avec le user standard, le user métier, qui est aussi compliant avec le user endpoint. Et donc là, il n'y a pas de sujet. Après, si vous regardez un peu plus et que vous avez des transpilers à la place des yeux, il y a quand même une ligne qui ne compile pas, c'est celle-ci. Parce qu'en fait, là, pour le coup, quand vous allez passer un user avec 2 attributs, il en a besoin de 3, donc là, il va dire non, ça ne marche pas. Et donc en TypeScript, vous pouvez forcer caster, et vous n'avez absolument pas besoin d'avoir un cast, un lien entre vos interfaces pour caster. Ça, dans d'autres langages objets, vous ne pouvez pas le faire. S'il n'y a pas un lien entre vos interfaces, le cast, de toute façon, il ne passe pas la compile. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne plantera que au runtime.
Alors, à titre personnel, j'aime pas bien les surprises au runtime. Donc, je préfère quand ça pète à la compile ou dans des TI ou n'importe où. Autre élément, quand on a des interfaces, on se retrouve à mettre des objets, à balancer des objets un peu à la volée. Alors, c'est une pratique qui est tout à fait acceptable. En termes de lisibilité, au niveau des mappeurs, moi, je trouve pas ça très élégant. Alors après, je vous laisse juger. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce genre de choses. C'est on va pouvoir produire un builder où derrière, on va pouvoir venir dire chacun de mes attributs, je vais aller lui donner une valeur. Et donc ça en TypeScript, et puis après construire l'objet, sinon c'est pas drôle. Ça en TypeScript, la méthode pour créer des builders, elle est à la fois pas très longue et à la fois un petit peu piquante. Donc si vous êtes habitué à lire du TypeScript, il n'y a pas trop de sujets là-dessus. Si vous n'y êtes pas habitué, là il faudrait que je vous la laisse un petit peu longtemps, cette méthode-là, normalement. Et donc ça, là encore, c'est des choses qui sont possibles, mais voilà, ça pique un peu. L'autre élément de TypeScript qui peut être bloquant si vous venez pas de ce monde-là, c'est ce qu'on appelle les hot types, donc les types bizarres de TypeScript. Alors pas que les types d'ailleurs, mais on va retrouver any, no, void, qui sont 3 types qui n'ont pas la même signification. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, il y a de la doc, allez la lire. Et même chose sur les valeurs un peu null undefined. Il y en a un autre aussi que j'ai pas mis là, mais c'est la notion de never, qui, voilà, quand on vient d'un monde Java, .NET ou autre, voilà, c'est des choses qui n'existent pas. Donc je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est bien, je dis qu'il faut prendre le temps de savoir ce qu'il y a derrière. Un dernier effet de la transpilation qui est un petit peu, qui a été un petit peu gênant. Enfin, gênant, non, pas forcément, mais dont il faut avoir conscience, c'est cette notion d'interface. À la compilation, tout va disparaître. Donc vous n'aurez plus de cette notion d'interface. Donc finalement, Node.js, il y a des différences par rapport aux autres langages. Il y a des forces, des faiblesses, mais finalement, il n'y a rien de rédhibitoire à faire ce qu'on veut faire dans l'écosystème, enfin, sur la partie langage de l'écosystème. Donc, on continue l'aventure. Et on attaque la partie injection de dépendance. Alors là, selon les contextes, en gros, c'est d'avoir des portées un petit peu différentes, d'injecter des objets qui peuvent avoir des portées, ça peut être implication, quand on fait des singletons, ça peut être des notions de session, quand on est à un niveau, par exemple, un contexte utilisateur, ou même beaucoup plus éphémère au niveau requête. Une des librairies les plus populaires pour ça, ça va être, dans le monde JavaScript, une fois encore, enfin TypeScript, c'est TypeDI, qui va vous permettre ça. Alors, si vous regardez là un petit peu, comment on fait ça? Alors, il y a quelques annotations, donc entre autres la notation add_service qu'on voit ici en haut, qui va nous permettre, alors qu'on va pouvoir poser aussi sur nos contrôleurs, et qu'on va derrière pouvoir simplement utiliser notre service ici. Et donc après, votre service, vous l'utilisez, vous utilisez vos méthodes, quoi. Donc ça ressemble, pour ceux qui font un petit peu du Angular, ça ressemble vraiment à ce qu'on peut faire dans du Angular. Il n'y a rien de particulier dans la syntaxe. En termes de configuration, pour configurer cet élément-là, il y a 2 éléments à faire. C'est une déclaration, un import dans votre main et dans le tsconfig, 2 options à activer. C'est tout. Côté inversion de contrôle, maintenant, l'objectif c'est quoi? C'est simplement d'avoir une interface entre notre couche, par exemple là, notre couche REST et notre couche de service. Et donc notre service va implémenter notre interface et notre contrôleur, lui, va se contenter de manipuler les interfaces, charge à l'outil qui va venir injecter vos dépendances, d'injecter la bonne dépendance. Donc je continue de creuser et je trouve Inversify. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent et Inversify et TypeDI. Non, donc c'est bien, il n'y a pas trop de monde qui va se moquer de moi pour le moment, ça va venir après. Donc je vais vous expliquer comment fonctionne Inversify et en gros ça ne marche pas avec TypeDI et vous allez voir pourquoi. Donc on retrouve un peu le même principe, on va pouvoir construire l'interface et là attention il y a un gros changement, c'est plus add_service, c'est add_injectable. Voilà. Et le reste va fonctionner à peu près pareil. La seule différence qu'on va avoir ici, c'est le add_inject qui va être à l'intérieur du constructeur et sur lequel on va spécifier ce qu'on veut injecter.
Et après, je vous disais, ça fonctionne de la même façon. Et par contre, on va avoir un élément en plus à configurer, c'est de dire, ben voilà, quand je veux un user, je veux cette implémentation-là, je veux injecter cette classe concrète-là. Et ça, pour ceux qui ont fait un peu de Java, Spring et autres il y a longtemps, moi ça a commencé à me rappeler des trucs que j'aimais pas trop, les configs XML et autres. Bon, voilà, je me suis dit, allez, admettons, peut-être. Et surtout, le problème que j'avais, c'est que pour faire fonctionner Inversify, j'arrivais pas à le mettre avec TypeDI. Donc là, j'étais un petit peu embêté. Et en fait, c'est idiot, mais en fait, les deux outils font exactement la même chose. Malgré leur nom, Inversify fait de l'injection et TypeDI fait de l'inversion. Et donc du coup, bah, en fait, c'est comme si, je vais reprendre encore l'écosystème Java en exemple, mais si vous faites du Java EE, bah, vous ne faites pas du Spring, et inversement. Donc bah, vous pouvez vous retrouver, enfin s'il y en a qui font ça, ça marche, mais c'est compliqué. Donc voilà. Et au détour d'un tunnel, autrement dit de ma recherche de pourquoi les deux ne marchent pas ensemble, je suis tombé sur Nest.js. Avant juste de parler de Nest.js, je vais vous parler un petit peu de l'isolation et de comment ça marche ailleurs. Donc je reviens là-dessus. En gros, quand vous faites des langages dont la gestion de dépendance, alors ça peut être du C#, du Java, même du PHP, vous avez des outils, que ce soit Nugget, Maven ou autre, Gradle fonctionne aussi, qui vont vous permettre de faire des sous-modules et donc de gérer de l'isolation entre vos éléments. Ça veut dire que là, en l'occurrence, votre domaine métier, il va être dépendant du SPI, votre base de données elle va être dépendante du SPI, mais à aucun moment vous avez un lien entre votre base de données et votre modèle. NPM, alors c'est disponible, c'est possible de faire ça avec NPM. Pour le coup, ça je ne l'ai pas testé. Mais c'est disponible depuis une version assez récente, c'est la version 7 de NPM. Ceux qui font du Yarn, ça existe depuis beaucoup plus longtemps. Et c'est la notion de workspace. Et donc vous allez pouvoir déclarer vos modules, et dans chacun de vos modules, déclarer vos dépendances. Donc là, on voit l'exemple de la partie business qui dépend de toutes les interfaces, mais à aucun moment de la base de données. Côté base de données, bah là, du coup, on voit bien qu'on dépend aussi de ces mêmes modèles et API, et pas de la partie métier. Et après, par contre, il vous faut un agrégateur pour venir tout mettre ensemble pour qu'au moment du run, bah, ça s'injecte correctement et que tout fonctionne. Et donc, du coup, dans Nest, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Alors, quand je tombe dessus par hasard, moi, je trouve tout. De la gestion modulaire. Bon, alors, on verra après que ce n'est pas la même, mais ça, c'est un autre sujet. De l'injection de dépendance, de l'inversion de contrôle. Et puis, il y a plein de petits plus que je pense que je n'aurai pas le temps de vous présenter. La première chose, c'est que pour la partie injection, on va la faire avec la notion de provider dans Nest.js, où on retrouve vraiment beaucoup de choses de Inversify. On va retrouver entre autres la notion d'injectable. On est passé d'un I minuscule à un I majuscule. Bon, alors évidemment, l'import n'est pas le même, mais voilà. On retrouve le @inject, et ça va permettre de faire notre partie vraiment purement injection de dépendance. Là encore, on se rapproche beaucoup du modèle qu'on retrouve dans Angular. Côté inversion, on a un tout petit peu plus de boilerplate. On va retrouver ce @inject avec cette fois un élément particulier, la chaîne users là. Et côté module ECMA, on va devoir configurer notre provider pour lui dire hey, oh, quand tu provides user, injecte-moi user service imp. Donc ça ressemble relativement à ce qu'on faisait avec Inversify, mais en pas pareil. Par contre, vous avez vu, on écrit des chaînes de caractères un peu à longueur de code, et quand vous en avez 50 services, ça peut vite devenir compliqué. Et donc, l'idée de faire le fichier de constante, moi, il m'a bien plu. En plus, j'ai un passif où les fautes de frappe, ça me connaît. Donc, l'idée de cette classe de constante, c'est de dire, bah voilà, là, on va éviter d'une part la collision sur les noms de services et toute la partie faute de frappe, et votre IDE finira le travail, où là, du coup, on importe les constantes. Dernier élément, le projet multipackage. Alors, lui, il est un peu bizarre. Le projet multipackage, sur le papier, il nous dit on va pouvoir faire des projets. Alors, ils appellent ça des projets. On bascule notre Nest en monorepo. Et à l'intérieur, on va pouvoir déclarer des projets, des librairies. Ah, tiens, c'est dommage, ça. Hop. Je n'ai plus de quoi passer mes slides. Voilà. On va pouvoir faire différents projets
donc des librairies ou des applications. Donc il y a 2 typologies différentes et chaque composant, chaque projet, va avoir sa propre déclaration avec des options de compilation et autres, bien à lui. Alors ça, le problème qu'on a là-dedans, pour le coup, alors j'ai commencé à tester mais j'ai pas terminé, enfin j'ai pas été au bout de ce que je voulais faire, c'est que la partie isolation, elle marche pas. Donc on peut faire des modules, c'est cool, enfin des packages en l'occurrence, c'est cool, mais la partie isolation, elle n'est pas intuitive. Donc peut-être qu'un jour on sera un petit peu enrichi de ça, mais voilà, pour le moment, ça ne fonctionne pas. Ben voilà. La technique m'abandonne. Côté configuration, on va être obligé dans le tsconfig d'ajouter un tout petit peu de configuration pour que les type things s'y retrouvent. Donc ça, c'est pareil, c'est des trucs à penser. Alors si vous utilisez la CLI de Nest.js, en fait, il vous change ça tout seul. Il y a une CLI en une ligne de commande, vous faites create project ou generate project, je ne sais plus, et ça va vous configurer tout ça. Sauf que Nest, c'est beaucoup plus que ça. Concrètement, vous avez la possibilité de faire des contrôleurs par annotation. Alors sur tout ça, je vais passer assez vite. Je vais juste faire un focus sur un élément. Mais en gros, vous avez la possibilité de faire des contrôleurs puisque Nest importe par défaut Express. Il peut, si vous préférez Fastify, on peut basculer sur Fastify, mais c'est pas, voilà, enfin c'est un choix. Par défaut, c'est Express. Et donc vous allez pouvoir faire vos contrôleurs classiquement à coup d'annotation. Je passe assez vite sur cette partie-là. Et en plus, vous allez pouvoir rajouter un Swagger en quelques lignes de code qui va vous permettre de documenter votre API moyennant que vous commentiez correctement vos endpoints. Autre élément intéressant, les parties interceptors qui va nous permettre d'encapsuler les différents appels. Donc là, par exemple, c'est pour faire de la métrique sur les temps de réponse des requêtes. On pourrait rajouter aussi le code HTTP qui nous permettrait de monitorer les erreurs versus les trucs OK. Et donc là encore, on a donc ces intercepteurs qui existent à ce niveau-là. Et pareil, pour déclarer ces intercepteurs, c'est ni plus ni moins qu'une seule ligne. Donc ça, c'est relativement simple. Alors moyennant la doc, toujours pareil, mais voilà. Petit focus quand même sur l'interception des erreurs. On va pouvoir faire un peu la même chose sur les erreurs. Donc là, cette fois-ci, c'est avec les filters, la notion de filter et entre autres là, la surcharge des exception handlers qui va vous permettre, par exemple, dans ce cas-là, de transformer toute erreur qui peut survenir du serveur dans une erreur HTTP pour qu'elle soit interprétée correctement par vos clients. Là encore, configuration assez simple, une ligne. Alors par contre, Node.js, c'est asynchrone. Et là, je vais passer une bonne petite minute là-dessus. Quand vous utilisez vraiment les chaînes de promise en Node, vous avez ça. Donc ça fonctionne en termes de gestion d'erreurs. Le filter va fonctionner. Et donc vous allez pouvoir vous retourner la promesse, là, ici. Donc il n'y a pas de problème. S'il y a une erreur à un moment, elle va être catchée par le dessus. Si au contraire, vous vous dites... Ouais, mais en fait, mon truc, je peux le faire en arrière-plan. Je n'ai pas besoin d'attendre que ce soit terminé pour envoyer une erreur ou pour envoyer la réponse. Ben, vous pouvez faire ça. Par contre, s'il y a une erreur qui se passe dans une de ces deux méthodes, vous allez potentiellement casser votre nœud Node. Donc, si vous tournez sur un conteneur, un cube ou n'importe quoi, vous allez avoir un health check qui va le remonter et ça ne va pas trop mal se passer. Mais ça peut quand même casser un conteneur. Alors, j'ai appris la semaine dernière qu'il y avait quand même une option sur Node.js pour éviter ça et d'avoir des catchs, mais quand on peut éviter d'avoir confiance dans le serveur d'appli, c'est bien de mettre la sécu au niveau de l'applicatif. Et donc pour éviter ça, je vous invite à bien faire ces catchs-là qui vont vous permettre de récupérer les erreurs et d'en faire quelque chose. Alors là, la récupération, elle est assez simple, hein, c'est juste un log d'erreur. Maintenant, on ne peut pas... À partir du moment où vous êtes en asynchrone, la réponse, elle est partie, en fait. Donc, vous ne pouvez pas renvoyer une erreur à votre client. Donc, il faudra trouver un autre moyen pour l'alerter. Donc là, c'est juste le message en mode « ça va bien se passer ». Mais voilà. Dernier élément, dernier ou avant-dernier, je ne sais plus. On va pouvoir passer des informations au travers des éléments de middleware. Alors, c'est aussi tout ce qu'on retrouve dans les librairies Express. Hein. On va retrouver cette notion de middleware. Express ou assimilable. Et on va pouvoir, là en l'occurrence,
utiliser un petit outil en plus qui va nous permettre, alors ça va être au niveau, ça va être au niveau ce qu'on appelle des namespaces, qui va nous permettre de poser des éléments dans le même namespace et de les retrouver à l'autre bout de la chaîne. Ce qui peut nous éviter par exemple de passer un request ID dans toutes nos méthodes ou de passer un token ou un identifiant qui permettrait de savoir qui utilise l'appli. La configuration des middleware, elle apporte un petit boilerplate en plus. Ça se fait une fois encore au niveau des modules ECMA. Et là, vous avez la possibilité de dire sur quelle route vous allez. Donc là, c'est la version bourrine. Hein, vous mettez le middleware partout. Donc si on résume la partie middleware, donc on a nos intercepteurs qui vont permettre d'intercepter les requêtes et de les enrichir à l'entrée ou à la sortie. Les middleware qui vont permettre potentiellement de refuser la requête et de ne pas passer par le contrôleur. Le contrôleur en lui-même qui va derrière faire le travail, et les filters pour récupérer nos erreurs. Voilà, le voyage touche un petit peu à sa fin. Au niveau du coup de cette architecture-là, il y a des choses qui sont quand même assez intéressantes, en tout cas qui me semblent assez intéressantes. Pour autant, on ne va pas être forcément en capacité d'implémenter toutes les choses dans tous les écosystèmes. Pour autant, côté Node.js TypeScript, on a un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de le faire. Alors, c'est peut-être pas le plus simple, mais en tout cas, on va pouvoir le faire. Que ce soit en natif, avec de l'unversified du TypeDI, ou avec du NPM ou du Yarn pour la partie plutôt isolation. Sachant qu'aujourd'hui, la partie isolation dans Nest, pour le moment, je n'ai pas réussi à la faire fonctionner. Donc, peut-être que si vous avez réussi, je suis preneur. Mais moi, je n'ai pas réussi pour le moment. Et pour autant, Nest, il a la force de nous offrir un vrai cadre de travail. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, avec cet outil, faire tout ce que vous avez a priori besoin dans une API typée REST, avec la partie contrôleur, filtrage et en bien d'autres choses encore que je n'ai pas le temps de vous présenter là. Et ça va vous permettre d'aller assez vite sur le fait de pouvoir développer vos API. En revanche, c'est bien un cadre de travail. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire du picking sur les éléments et les remplacer par d'autres. Si le framework ne le permet pas, vous ne pourrez pas le faire. Et si c'était à refaire, cette expérience-là, on l'a déjà refaite, en fait, dans le cadre d'un projet interne pour une conférence, où on a développé un jeu en Nest. Et l'intérêt de ce truc-là, ça a été que nous, l'équipe, quand on l'a constituée, on ne savait pas qui allait intervenir dessus. Et ça nous a permis, entre autres, de faire travailler des gens qui venaient du PHP, du Java et autres. Et parce que autant faire du TypeScript à des gens qui font du Java, du PHP, il n'y a pas trop de soucis. Faire faire du Java à quelqu'un qui vient du PHP ou inversement, c'est compliqué. Voilà, j'en ai fini. Merci à vous. Le temps pour les questions, il n'y en a plus, a priori. Si, on me fait signe que si, c'est possible. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci tout d'abord pour la présentation, c'était très intéressant. Est-ce que tu as pu tester, je recommence, merci pour la présentation. Est-ce que tu as pu tester le côté Event Bus dans Nest.js parce que vu que tu mets quand même beaucoup le focus sur le DDD, sur le Domain Driven, je pense que cet Event Bus peut servir pour faire des événements, des notifications de Domain Event et des choses comme ça. Est-ce que tu as testé? Quand tu parles d'Event Bus, tu parles bien de l'Event Bus qui est dans le framework. Oui, qui est dans le framework. Alors, ça, je ne l'ai pas utilisé. En revanche, dans les deux applis là, dont je vous ai parlé, on utilise un protocole d'échange entre le front et le back qui s'appelle le Server-Side Event, ou Server-Side Event, vous trouverez les deux, et qui permet de pousser des événements au front. Et donc, effectivement, couplé à ce bus de service, il peut y avoir un vrai intérêt supplémentaire que, pour le coup, moi, je ne l'ai pas testé. Mais c'est ce que je disais aussi, c'est que Nest est vraiment très complet. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller sa doc. Alors, elle est assez verbeuse, il y a beaucoup de choses dedans. Donc, il y a des chances que vous y trouviez votre bonheur. Je ne sais pas si... Merci.